On va faire le point, évidemment, sur ce qui s'est passé à Saint-Jean-de-Luz. Ce jeune de 16 ans qui s'est dit habité par des voix, qui a eu une impulsion pour aller tuer sa professeure d'espagnol. Ça s'est passé tôt ce matin dans un collège-lycée calme, le lycée Saint-Thomas d'Aquin. On fait le point avec Marine Sabourin et on vous passe la parole ensuite. Il est presque 10 heures lorsqu'un élève de l'établissement privé Saint-Thomas d'Aquin pénètre dans la classe d'une professeure d'espagnol qui donne cours à des élèves de seconde. Il ferme la porte à clé, la poignarde, puis se réfugie dans une autre salle. Une autre enseignante échange avec lui et parvient à le désarmer. L'adolescent de 16 ans lui explique avoir entendu des voix dans la nuit lui demandant de tuer cette professeure d'une cinquantaine d'années et affirme être possédé. La victime n'a pas pu être réanimée par les secours ce matin. Les élèves, témoins de la scène, ont pris la fuite au moment du drame, comme le raconte cet élève. J'ai vu ce qui s'est passé, je suis partie en courant. Et on était en panique, personne n'arrivait à vraiment réaliser. En début d'après-midi, Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, s'est rendu sur place et a apporté son soutien à la famille de la victime, aux élèves et à l'égard de la communauté éducative. C'est un jour triste pour l'éducation nationale. C'est un jour triste, bien sûr, pour cet établissement. Rien ne laissait penser à la survenue d'un drame aussi épouvantable. L'auteur présumé de l'agression est actuellement en garde à vue. Une enquête pour assassinat a été ouverte, a affirmé Jérôme Bourrier, procureur de Bayonne. La seule chose que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'une enquête a été confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Cette enquête est qualifiée d'assassinat, c'est-à-dire de meurtre avec préméditation. Les élèves de la France entière observeront une minute de silence demain à 15h. Voilà pour les faits. Antoine Estève est notre correspondant dans la région. Vous êtes sur place avec Jérôme Rampenou. Ça s'est passé extrêmement vite, cette agression au couteau. En quelques secondes à peine, c'est cela, Antoine ? Effectivement, et on en sait un petit peu plus ce soir parce qu'on a pu avoir 2 témoignages très importants. Tout d'abord, celui d'une jeune fille qui était dans les premiers rangs de cette salle de classe au moment où ça s'est produit, et celui d'un jeune homme qui était lui à l'extérieur, un petit peu plus loin dans une autre salle de classe, qui a pu nous raconter notamment ce qu'il a entendu. Cette jeune fille nous dit que le jeune homme a surgi à l'intérieur du cours. Il a ouvert la porte, il a refermé la porte à clé derrière lui, il a poignardé la professeure, il s'est retourné, il est ressorti, et c'est à ce moment-là, après un temps de sidération, c'est elle-même qui nous a raconté ça tout à l'heure, quelques secondes de sidération, et bien que tous les élèves ont eu très peur, ont paniqué et sont sortis de la salle en courant pour aller se réfugier soit à l'accueil de l'établissement, soit dans d'autres salles. Et on a eu le témoignage de ce jeune homme aussi qui nous raconte les cris à l'intérieur de l'établissement. C'est par ces cris qu'ils ont été mis en alerte. Vous savez, il y a tous les ans un exercice d'alerte attentat dans les classes des élèves. Et bien, ils nous ont évoqué ces exercices cet après-midi en nous disant que ça ressemblait vraiment à ce qu'ils ont vécu habituellement. On leur a demandé de rester confinés à l'intérieur des salles entre 1h30 et 2h en fonction des salles et de l'évacuation de l'établissement. Et ils sont restés dans ces salles sans information. On leur disait qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de l'établissement, qu'il y avait une opération de police, mais ils n'ont pas eu plus d'informations. Et ce témoignage est très important aussi pour vous dire qu'en fait tout s'est déroulé en quelques instants, quelques secondes sans doute, entre le moment où le jeune homme est rentré et le moment où il a été maîtrisé dans la salle dans laquelle il s'était réfugié par des professeurs qui sont venus le voir, discuter avec lui et surtout le maîtriser et lui retirer son arme. Merci beaucoup pour ces précisions, Antoine Estève et Jérôme Rampenou sur place à Saint-Jean-de-Luz. Docteur Clerget, une bouffée délirante, est-ce qu'on peut parler de cela à propos de cet élève qui dit avoir entendu des voix dans la nuit et avec ressentir une injonction pour aller tuer son professeur ? Oui, s'il a une maladie psychiatrique, il est probable que c'est la cause, une bouffée délirante, un épisode psychotique aigu. Ça survient à l'adolescence, parfois chez un jeune adulte. Ça peut être unique dans la vie, ça peut se répéter et une fois sur 2, ça évolue vers une maladie psychiatrique chronique, schizophrénie, bipolarité ou autre. Alors, c'est quelque chose qui peut démarrer à bas bris, c'est-à-dire ça a été prémédité, mais il est possible que depuis plusieurs semaines, il rumine ça avec... Alors, les thèmes sont variables. Là, il parle de possession, donc ça peut être un thème mystique. Cette professeure est le diable, elle m'en veut, elle est dangereuse. Et donc, il délire tout seul, silencieusement. Et souvent, le passage à l'acte est précédé de troubles du sommeil. Ça, c'est un signe important, l'insomnie. Il ne dort pas pendant plusieurs nuits, ce qui aggrave évidemment le trouble. La crise, en tout cas. La crise, voilà. Et ensuite, il y a le passage à l'acte. La cause...
elle n'est pas connue, elle est psychiatrique, il y a des facteurs génétiques. Maintenant, ça peut aussi être induit par des prises de toxiques et même le simple cannabis. Stupéfiant, voilà, oui. Stupéfiant, mais même simplement le cannabis, on parle de drogue douce, ça peut entraîner des bouffées délirantes, c'est une cause fréquente. Après, il y a aussi des maladies neurologiques beaucoup plus rares, comme une tumeur cérébrale qui peut aussi entraîner ce type de troubles psychiatriques. Et tous ces examens toxicologiques sont en train d'effectuer sur Je pense qu'ils ont été faits avant, parce qu'il faut aller vite, parce que les produits éventuels s'éliminent. Donc je pense dès qu'il a été entre les mains de la police, on l'a conduit à l'unité médico-judiciaire, on a fait les prélèvements. Bon, physiquement, il était calme, donc il était apte à la garde à vue. Mais après, on fera un scanner, on fera des examens complémentaires. Commissaire Lebars, c'est l'incrimination d'assassinat qui a été choisie pour ce jeune homme de 16 ans. Ça veut dire que c'est extrêmement lourd, évidemment. C'est ce qu'il y a de plus lourd. C'est une peine de réclusion criminelle qui est encourue. C'est lié au fait qu'il est venu de l'extérieur, c'est ce qu'on comprend dans les premiers éléments de l'enquête, avec le couteau. Ça veut dire qu'il y a un élément objectif de la préméditation. Après, je voudrais compléter, parce qu'on a 2 nouveaux témoignages par votre journaliste qui est sur place. Il y a quand même quelque chose d'important à retenir pour éclairer ce qui se passe. C'est qu'il s'en est pris à une professeure, alors que lui-même n'était pas en salle de classe, si j'ai bien suivi. C'est-à-dire qu'il est venu il est entré dans la classe à ses fins. Et je note surtout, non pas cet acte-là, parce que tout seul ne dit pas grand-chose, c'est qu'ensuite, il ne s'est rien passé d'autre. Il n'y a pas eu de périple meurtrier. C'est-à-dire que le professeur qui est venu à son contact a pu le désarmer, il n'a pas été agressé. Donc on a quand même des éléments qui peuvent laisser penser que cette professeure était sa cible. Alors après, que ce soit sur une bouffée délirante, sur une vengeance, sur quoi que ce soit, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, mais il a accompli une action et ensuite il s'est retiré. Bien sûr. Tout ce qu'on a entendu, et l'éducation nationale est à saluer, le protocole alerte attentat, heureusement qu'il a été appliqué, parce que si c'était un périple meurtrier, il y a un risque d'autres victimes. Et de ce côté-là, il faut aussi saluer ces exercices. On a tous progressé collectivement. Mais voilà, ça, c'est un élément très important qui sort ce soir des 2 témoignages. C'est cette professeure-là qui était visée et personne d'autre. Maître Dylan Slama, que risque un mineur sur qui pèse ce Justement, type j'allais apporter 2 nuances. La première, c'est vrai que pour assassinat, la peine encourue, c'est la perpétuité. Maintenant, il y a 2 nuances à apporter. La première, c'est que pour un mineur, c'est plus la perpétuité, c'est 20 ans si l'excuse de minorité est retenue, ce qui n'est pas automatique, mais ce qui arrive quand même assez régulièrement. Et deuxième nuance, c'est que il peut être décrété à un moment qu'il y aurait soit une abolition du discernement, soit une altération du discernement. S'il y a une altération du discernement, il sera jugé, il encourt une peine pénale assez sévère, mais qui sera atténuée par rapport à un discernement total. S'il y a une abolition du discernement, en revanche, il ne sera pas jugé, il sera déclaré non responsable de ses actes. Il y aura quand même, je rassure tout le monde, un suivi psychiatrique extrêmement suivi, extrêmement rigoureux, et parfois c'est même d'ailleurs pas forcément préférable à la prison, ce qui arrive aux personnes qui ne sont pas jugées dans ce cadre-là. Mais quoi qu'il arrive, oui, là il y a une information judiciaire qui va être ouverte, la question de la détention provisoire se passera, et sur la question de l'abolition ou de l'altération du discernement, il va y avoir des expertises psychiatriques, même parfois des contre-expertises psychiatriques, et tout un débat scientifique qui aura lieu et qui aura des conséquences juridiques et judiciaires. Jérôme Begley du JDD, on ne peut pas en tirer des leçons nationales, évidemment, ni sur la sécurité dans les collèges et lycées. Là, on est sur un fait extrêmement isolé, très précis, avec quelqu'un qui dit être possédé. Ce qui est frappant, c'est 2 choses. C'est d'abord la facilité avec laquelle il est possible de tuer. On entend que ce jeune homme avait pris un couteau d'une lame de 15 cm. C'est beaucoup, mais ce n'est pas un ustensile de cuisine exceptionnel chez soi. Je le mets dans ma poche ou dans un sac, je me déplace de chez moi à l'école ou dans laquelle je suis, je rentre dans une salle de classe, c'est un truc banal, et j'arrive près de la professeure ou du professeur, je retire le couteau, je tue. C'est autant de gestes mis bout à bout simples. Simplement entre je prends le couteau de la cuisine jusqu'à je le plante dans le corps ou le cou de la professeure, on voit bien que petite cause, grands effets. Deuxième chose, une fois qu'on a mis bout à bout tous ces actes-là, comment protéger ? C'est impossible, on ne va pas se raconter des histoires. Ce qui, moi, me frappe, c'est la facilité avec laquelle, aujourd'hui, on peut tuer. La mort n'est plus un tabou. La mort n'est plus quelque chose qui est un acte qui nous fait arrêter et qui nous fait prendre conscience qu'on est en train de réfléchir à quelque chose de totalement idiot. Est-ce que c'est la violence qui s'est banalisée dans nos sociétés ? Est-ce que c'est les jeux vidéo, comme l'ont dit certains ? Est-ce que c'est... J'en sais rien. Extrêmement difficile à dire. Chez des gens plus jeunes, chez des adolescents ou des jeunes adultes, tuer, mourir,
donner la mort, blessé, c'est devenu plus grand-chose. Et c'est ça qui, fondamentalement, dans nos sociétés, m'inquiète. Allez, une petite pause, on se retrouve dans un instant sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On repartira sur place à Saint-Jean-de-Luz, rejoindre le correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter. À tout de suite. On revient sur ce drame, cette professeure d'espagnol qui a été poignardée à mort ce matin pendant son cours à Saint-Jean-de-Luz par un élève de seconde, âgé de 16 ans. On va rejoindre sur place le correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter. Bonsoir Benjamin. Vous avez une information, on se posait la question il y a quelques instants. Et cet élève était-il présent dans le cours ou est-il rentré dans la salle de classe pour aller perpétrer son acte? Vous avez des informations? Oui, effectivement, selon des sources proches de l'enquête, on a vérifié cette information. Il semblerait qu'il soit bien dans le cours au moment où les faits se produisent. Ce jeune homme, alors ce qu'on nous explique ici, c'est qu'il s'agit d'un jeune garçon de seconde, donc qui est arrivé dans cet établissement privé très réputé en septembre dernier. Ce que m'expliquait en fait l'évêque de Bayonne, dont dépend cet établissement, c'est que le directeur de ce collège-lycée, donc Saint-Thomas d'Aquin, avait été étonné, frappé lors de l'entretien préalable qu'il avait eu avec lui par son engagement, par sa volonté de prendre un nouveau départ dans un établissement très exigeant. Ce jeune homme n'était pas détenu des services de police, ça on le sait également. Il n'avait fait l'objet d'aucun signalement au sein de l'établissement. Et tous ceux qui l'ont croisé, quand on en parle avec des jeunes ici, décrivent vraiment un garçon normal, sans histoire. Il était donc bien dans cette classe, il assistait au cours d'espagnol et s'est levé après le début du cours vers 10h. Il aurait fermé la porte en fait, il se serait dirigé vers la porte pour la fermer et ensuite se serait dirigé vers cette professeure d'espagnol pour la frapper en plein thorax avec une arme blanche qui était, d'après les témoignages, emballée dans du papier. L'agresseur se serait alors réfugié dans la salle de classe voisine et c'est un professeur qui a réussi à récupérer l'arme et à qui le jeune homme aurait donc expliqué qu'il avait entendu des voix, qu'il avait eu cette bouffée délirante, ces voix qui l'auraient donc incité à passer à l'acte. Alors les autres élèves ont quitté les lieux en panique, toutes les autres classes ont donc été confinées pendant 2 longues heures sans trop savoir ce qui était en train de se passer, en cherchant bien sûr des informations sur leur téléphone et dans l'angoisse que vous pouvez bien entendu imaginer. Alors une enquête a été ouverte par la police judiciaire, c'est ce que nous confirmait tout à l'heure le procureur de la République, pour assassinat, donc pour meurtre avec préméditation. Et l'agresseur présumé est actuellement donc entendu sous le régime de la garde à vue, son état ayant été jugé compatible donc avec cette garde à vue. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Benjamin Péter d'Europe 1. Commissaire Lebars, effectivement, là, on sait qu'il est donc présent dans la classe, d'après Benjamin Péter. Il se lève pour aller fermer la porte, puis aller agresser sa professeure. On est assez peu dans un schéma désordonné. On est sur quelque chose de très froidement exécuté. Oui, j'avais mal compris précédemment le reportage précédent. On avait cru comprendre qu'il était rentré dans la classe assez fin. Bon, le résultat est le même, il est dramatique. Il s'en est pris à sa professeure. Ce que je retiens, c'est qu'il s'en est pris à 7 professeurs et qu'ensuite l'acte était terminé. Si on comprend mieux, le couteau a été retrouvé. Une autre prof a pu discuter avec lui. Donc il avait commis son acte. Il n'y avait pas de périple meurtrier. Donc voilà, on est sur un acte dramatique, unique et non pas sur je dirais, un périple meurtrier qui aurait pu toucher d'autres victimes. C'est le moindre mal. Mais je le redis, ce soir, les victimes, maintenant qu'il y a un mort et qu'il y a une affaire dramatique, ce sont tous les élèves qui ont assisté à ça. Eux, ils sont vraiment à prendre en charge rapidement, parce qu'en plus, ils vont subir l'enquête, et l'enquête, dans un moment comme ça... je rebondis sur ce que j'avais laissé sous-entendre. S'il y a des groupes WhatsApp et qu'il y a des choses qui se disent entre jeunes, parfois les signaux entre jeunes, ils ne sont pas visibles. Il y a des jeunes qui disent des bêtises et on peut se dire qu'il est fort en gueule mais il ne passera pas à l'acte. Donc ça va être très compliqué aussi à gérer ça. Pour les parents, pour les enfants, il va falloir leur apprendre à ne pas culpabiliser, à débriefer. C'est pas d'autres mots, des séances qui nécessitent, quand on voit des choses comme ça, même quand on est professionnel, pompier, policier, quand on assiste à des choses comme ça, c'est déjà très dur, on est marqué à vie. Alors imaginez quand vous êtes mineur dans une classe. 2 questions aux psychiatres qu'on a sur le plateau. 1, le scénario, c'est ce qu'on disait, a été froidement exécuté. Il est dans la salle de classe, il se lève pour fermer la porte, il va pour frapper la professeure et il s'en va. C'est compatible avec une bouffée délirante, cette espèce de calme apparent? Oui, il y a un côté très systématisé. Presque paranoïaque. Alors c'est très technique, mais dans les délires paranoïaques, il n'y a pas d'agitation inutile, on a un objectif et on peut apparaître très normal à côté. Donc ça peut être effectivement une bouffée délirante de nature paranoïaque. Après, ça peut être une personnalité paranoïaque ancienne qui se met à délirer. Oui, mais ce qui surprend, c'est le calme, le calme total, c'est-à-dire la froideur dans l'action. Oui.
Oui, non, ça peut s'inscrire effectivement dans un trouble de la personnalité paranoïaque qui se met secondairement à délirer. C'est une hypothèse diagnostique qui correspond à ce type de comportement, à ce type de profil. La deuxième question, c'est comment on prend en charge les élèves qu'évoquait le commissaire Lebars. Ils sont très vite reçus par un psychologue. Il y a une cellule d'aide qui a été mise en place dans l'enceinte de l'établissement. Voilà, donc leur sera proposé des entretiens un peu spontanés où ils vont exprimer à la fois ce qu'ils ont vu, mais aussi ce qu'ils ont ressenti. Et puis ensuite des prises en charge plus individuelles pour prévenir le syndrome post-traumatique qui risque de survenir. Qu'est-ce que c'est un syndrome post-traumatique? Des cauchemars. Voilà, des cauchemars, on revoit la scène, on n'arrive pas à dormir, on la revoit la journée, on est très anxieux, on a peur de sortir, on a peur d'aller à l'école. Comme l'a dit monsieur le commissaire, on peut aussi secondairement déprimer, se sentir coupable. Donc ça peut entraîner beaucoup de symptômes. Et donc là aussi, l'action est préventive. Et on est assez à l'aise, on sait maintenant, les pédopsychiatres, les psychiatres, prendre en charge, prévenir les syndromes post-traumatiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Parfois, il y a certains médicaments qui peuvent être également utilisés. L'idée, c'est que ça laisse le moins de traces possibles et qu'on puisse reprendre un fonctionnement psychique normal. Donc, certains vont y arriver, d'autres, ça va être plus difficile. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, ça peut laisser des traces sur du long terme, même avec une bonne prise en charge. Maître Dylan Slama, vous avez déjà eu des cas comme ça de personnes qui assistent à des drames et qui sont traumatisées sur le long terme? Oui, bien sûr. Et puis de toute façon, c'est vrai que ces personnes-là seront aussi entendues d'un point de vue judiciaire, en tant que témoins. Et elles serviront aussi leur témoignage à essayer de reconstruire ce qui s'est passé. Parce que sur les faits proprement dit, cet individu qui demeure présumé innocent, mais à un moment, bien sûr, il sera sans doute jugé s'il n'est pas déclaré responsable. Et on s'interrogera sur deux choses pour le juger. Premièrement, sur les faits, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il en avait parlé en amont? Est-ce que quelqu'un lui a fourni l'arme? Est-ce qu'il a agi sous influence? Tout peut être envisagé au niveau des faits à ce stade. On en est encore quand même au tout début. Et deuxièmement, on s'interrogera beaucoup sur sa personnalité. Donc bien sûr, d'un point de vue psychiatrique, pour voir s'il y a abolition ou altération du discernement, mais même au-delà de ça, d'un point de vue psychologique, il y aura aussi une enquête de personnalité. On essaiera de savoir qui il est, quel est son parcours et qu'est-ce qui peut conduire, bien sûr, à un drame de cette nature. On va écouter un élève qui s'appelle Max, qui a témoigné il y a quelques instants au micro de Antoine Estève. Il essaye de décrypter la personnalité de ce jeune qu'il croisait tous les jours à l'école. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé, il était très réservé. Je l'ai vu en fait quand il était en groupe avec plusieurs personnes et il était un peu à l'écart des autres. Il était assez spécial. Il était souvent, quand je le voyais, je le voyais seul quoi. Je l'ai vu hier. Pour la dernière fois, je l'ai vu hier. Je l'ai aperçu hier. Mais sinon, je l'ai côtoyé en lui disant bonjour avant les vacances. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était bizarre, mais il était réservé. Commissaire Lebars, voilà, on peut pas, il n'y a pas de signaux faibles, je dirais, il n'y a pas d'alerte préalable. Quelqu'un de réservé, quelqu'un qui reste dans son coin, qui est un peu à la marge, c'est pas forcément un meurtrier en puissance. Ça ne dit rien du tout, ni dans l'enquête, ni dans le passage à l'acte, ni avant, ni après. Ce qui sera important, j'y reviens, c'est que ces jeunes-là, ils vont se demander s'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils vont peut-être culpabiliser, donc il va falloir leur expliquer que tout ça, c'est pareil pour eux, c'était pas un signal important, peut-être même qu'il y a eu des propos comme des ados peuvent le faire sur des réseaux sociaux ou sur un groupe, j'en sais rien. S'ils trouvent des choses comme ça, c'est tout ça qu'il faudra déminer parce que on n'est pas les uns et les autres des spécialistes de savoir quel est un signal faible, un signal fort, et même, je vais vous dire, parfois, il y en a des professionnels qui passent à côté, donc voilà, on ne refera pas ce qui s'est passé, c'est un drame terrible, il faut soigner ceux qui ne doivent pas être les futures victimes. Il y a déjà une victime très grave. C'est même plus inquiétant. Moi, c'est le regard que j'ai ce soir, de s'occuper d'abord de ses enfants, évidemment de penser à la communauté de l'enseignement, de ce monde de l'enseignement qui est frappé. Mais c'est pas le monde de l'enseignement qui est pas tant frappé que cette professeure. On est dans un fait divers très très grave. Ça se passe dans l'enceinte scolaire. Évidemment que le sanctuaire de l'école, il tombe d'un coup sur une affaire comme ça. Mais les victimes, c'est les élèves de la classe qui ont assisté à ça. Et ensuite, il sera temps de faire des analyses un peu plus poussées quand on aura un début d'enquête consistant. Karim Zeribi. Non, mais c'est vrai que lorsqu'on prend connaissance d'un acte de cette nature, on est d'abord abasourdi. On est abasourdi, on pense à ce professeur d'espagnol, à sa famille, on pense à la communauté éducative évidemment, qui travaille dans des conditions de plus en plus difficiles. Et puis on a envie de comprendre et d'expliquer. Mais est-ce que tout est possible à expliquer ?
est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas face à des actes et des situations qui, et c'est bien légitime d'aller chercher des explications, mais qui parfois n'en ont pas d'explications. Donc tout ne peut pas être anticipé, on ne peut pas prévenir de tout, on ne peut pas être en situation de prévention permanente, et même si on le faisait, et même si, est-ce que le risque zéro n'existe pas? Existe. Moi, je suis comme tout le monde, je m'interroge, j'aurais envie de comprendre en tant que citoyen, et on aurait envie que ça ne se reproduise plus jamais. Mais est-ce possible? Et est-ce raisonnable de penser que c'est possible? On peut tout prévenir, Geoffroy Lejeune. J'ai le même sentiment que Karim ce soir, mais c'est aussi parce qu'on n'a aucun élément de l'enquête. C'est-à-dire que, imaginons, hein, je ne m'avance pas, évidemment, j'ai strictement aucune information, mais qu'il y ait eu, par exemple, prise de cannabis. Ça changerait énormément de choses. Déjà, sur le plan judiciaire, vous l'avez rappelé, il y aura toute la question du discernement, etc. Et même, on sait les conséquences psychiatriques que ça peut avoir. Donc, ça changerait radicalement le regard sur cette histoire, déjà pour commencer. Deuxièmement, moi, ça me fait penser, en fait, je suis là depuis quelques minutes en train de me souvenir, vous savez, de l'affaire de, je crois, Columbine, la tuerie aux États-Unis, où en fait, même si il n'y avait pas grand-chose à expliquer non plus dans le geste de ces adolescents, ça a interrogé la société américaine tout entière sur son rapport à beaucoup de choses, déjà aux armes, à la circulation des armes, etc. Ça, on a, Dieu merci, pas le même débat ici. Et deuxièmement, sur un mal-être en fait de la population américaine et de la jeunesse américaine. Et ensuite, les cinéastes qui s'en sont emparés, les écrivains qui s'en sont emparés, les journalistes qui s'en sont emparés, en fait, on soulevait beaucoup de questions que je pense on se posera nous dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire que finalement, cette espèce de dépression collective qui parfois peut avoir des conséquences, et encore une fois, je n'ai pas de réponse, mais en fait, ce sera votre métier. Il y aura un travail énorme de remise en question de notre modèle de société, au fond, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui est terrifiant, et peut-être qu'on ne pouvait pas l'empêcher, mais au fond, qui est vraiment surpris? Docteur Clerget. Pourquoi est-ce qu'il faut tout expliquer? Pourquoi est-ce qu'il faut en tout cas chercher à expliquer, justement pour pouvoir prévenir? Quand même beaucoup de choses qu'on peut prévenir. On a réduit le nombre d'accidents de la route en limitant les excès de vitesse, par exemple, ou avec la ceinture de sécurité. Si l'origine du drame est véritablement une maladie psychiatrique, ben oui, il faut agir pour prévenir les problématiques liées aux maladies psychiatriques. Donc, les médecins scolaires présents dans tous les établissements, le signalement d'un enfant qui apparaît en souffrance, et j'en conviens, le fait d'être très réservé, un peu bizarre, fait pas de nous un assassin en puissance, mais ça fait quand même pas un adolescent très bien dans sa peau. Donc oui, qu'il ait la possibilité... Pardon ? Il y en a des millions d'adolescents pas très bien dans leur peau. Ici, il n'y en a pas des millions qui, comme lui, sont extrêmement réservés et dans leur coin. En tout cas, qu'ils aient accès pour aller voir quelqu'un. La prévention, c'est ce qui permet de prévenir les drames. Moi, tous les jours, je reçois à mon cabinet des adolescents qui auraient pu être des violents en puissance, qui auraient pu se faire du mal ou faire du mal à d'autres personnes. Donc moi, comme mes autres collègues, les médecins, on passe notre temps à empêcher aussi que des drames arrivent en soignant des adolescents. Et en sachant que l'adolescence est un moment propice à la décompensation psychique pour certaines maladies? Et oui, tout à fait. Tout à fait, bien sûr. L'adolescence et puis les gens très, très âgés aussi. Très bien. On va faire une petite pause de temps. Rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri et on revient